Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe Salmon, délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui vient de recevoir le Grand Prix de la philanthropie. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur les enjeux de l'hydrogène vert. On va notamment découvrir ensemble Clean H2 Infrafund, c'est un fonds de 2 milliards d'euros dédié au développement de cet hydrogène. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec l'association H-Up qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Irène Nevado qui est fondatrice de la Vida Espera et elle accompagne les malades en attente de greffe. Voilà pour les titres, on a un peu moins de 30 minutes pour les détailler, c'est parti. Bonjour Christophe Salmon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, lauréat du Grand Prix de la philanthropie 2022. Bravo, on le détaillera, le projet qui vous a valu ce prix évidemment. Mais je voudrais qu'on commence par présenter cette fondation. Quand elle a été créée, quelles sont ses missions? Alors c'est une fondation qui est toute récente en fait. La Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est une fondation qui fédère à la fois les 14 fédérations Crédit Mutuel, qui font partie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et puis l'ensemble de ses filiales. Donc le CIC, donc Cofidis, en France et à l'étranger, Targobank Allemagne. Et voilà, elles ont décidé, au-delà des actions qu'elles soutiennent déjà sur le terrain, au niveau local ou au niveau régional, de se fédérer autour de cette nouvelle fondation pour porter d'autres actions plus à vocation nationale. Oui, chacune avait éventuellement déjà des fondations. L'idée, ça a été de se regrouper. Quel est le point commun des associations ou des ONG d'ailleurs que vous soutenez? Alors, on a choisi 2 domaines d'action. Oui. En fait, un domaine d'action environnement et puis un domaine d'action territoire. Et dans les territoires, c'est plus l'inclusion sur les territoires, le vivre ensemble. Et donc, au travers de ces 2 domaines, on essaye de soutenir un certain nombre d'opérations en essayant de trouver à chaque fois des thématiques qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Par exemple, sur les territoires, on a travaillé particulièrement sur les jeunes, les besoins des jeunes. La Fondation est née pendant la période Covid. Et donc, on s'est dit que les jeunes étaient ceux qui étaient les plus touchés par le contexte. Et donc, on a essayé de bâtir un plan jeune sur lequel on a essayé de répondre à l'ensemble des besoins, l'accès à la culture, l'isolement, le harcèlement. Et on a dégagé une enveloppe de 2 millions d'euros autour de ces sujets-là. Ouais. Il y a une notion d'intérêt général, en fait. Si on essaye de tracer une sorte de fil conducteur entre les uns et les autres. Il y a vraiment une notion d'intérêt général. Ouais. Ça fait écho aussi à nos engagements en tant qu'entreprise à mission. On veut veiller à l'émergence d'un monde plus durable et dans lequel est plus juste. Et donc, effectivement, c'est le fil conducteur. Et aussi, le fil conducteur, c'est la complémentarité entre les actions qui sont menées au niveau local et régional, et puis ce nouvel étage qui est apporté par la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mais est-ce que vous avez parfois le sentiment de faire le travail que l'État devrait faire quand on parle d'intérêt général? Non, je crois que chacun doit prendre sa part aussi. L'État fait des choses, les collectivités font des choses, les bénévoles font des choses, et il appartient aussi aux entreprises de prendre leur part, et c'est ce qu'on essaye de faire vis-à-vis de la Fondation. Alors vous avez donc remporté ce Grand Prix de la philanthropie catégorie solidarité avec le projet Fratrie. C'est quoi ce projet Fratrie? Alors c'est un projet, c'est pratiquement le premier projet qu'on a financé, qu'on a porté avec la Fondation. On l'a trouvé extrêmement innovant, parce qu'on est là dans la philanthropie, la nouvelle philanthropie, la philanthropie entrepreneuriale finalement. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est le pari de faire vivre ensemble au sein de co-living, au sein de maisons qui sont situées en centre-ville, à la fois des jeunes qui sont porteurs de handicap mental ou cognitif, et puis des jeunes actifs qui veulent vivre en centre-ville. Et donc, tous sont réunis. Il y a environ une dizaine de jeunes, 5 avec handicap, 5 sans handicap, et tous sont réunis au sein de cette maison et vivent ensemble. Et voilà, une première maison a été montée l'année dernière à Nantes. L'objectif, nous, c'est qu'on amorce ce projet, qu'on le rende possible, qu'il puisse commencer à essaimer. Et donc, il y aura une nouvelle maison qui va bientôt ouvrir à Rennes, une 3e à Colombes. Et l'objectif, c'est que petit à petit, l'ensemble des territoires puissent bénéficier de ces maisons et de ce dispositif. Donc, c'est quoi? C'est une association au départ qui vous contacte? Comment ça se passe? Là,
Là, effectivement, c'est l'association, c'est les 2 jeunes porteurs de projets qui nous ont contactés et qui nous ont présenté le projet. Et c'est vrai qu'on est pratiquement parti d'une feuille blanche, on est pratiquement parti de 3-4 slides, mais on a cru au projet et on a cru aux porteurs de projets. Et donc, on voulait rendre ça possible, et c'est ce qui a été fait. Alors, il y a eu une part de risque. On ne savait pas si des jeunes actifs étaient prêts à vivre l'aventure, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et la maison de Nantes, quand on y va aujourd'hui, vous pouvez voir que le climat, l'ambiance générale, la vie collective fonctionne particulièrement bien. C'est quoi? C'est une maison de centre-ville? C'est une vieille maison, une maison moderne? Faites-nous visiter en quelque sorte. C'est totalement rénové. Ouais. Totalement rénové. Il y a 10 logements, 10 chambres avec salle de bain qui ont été mises en place. Donc chacun a sa chambre, chacun a son espace. Et puis il y a un grand espace collectif. Et il y a un jeune couple qui fait tourner la maison, qui organise la vie collective. Et donc tout le monde se réunit, s'il le souhaite, autour de la piscine, puisqu'il y a une piscine par exemple à Nantes, ou autour de la table pour des repas pris en commun. C'est le rôle de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est du financement déjà, le point de départ? Alors, le point de départ, c'est le financement. Ouais. Le point de départ, c'est de rendre ça possible. Mais ce qui est assez marquant dans notre fondation et de la manière dont la fondation a commencé d'agir, c'est que finalement, les filiales qui la financent, les filiales du groupe qui la financent, veulent prendre leur part au-delà du financement. Et donc, par exemple, notre filiale de leasing a donné des véhicules pour que le week-end, tout le monde puisse partir en virée. Notre filiale d'assurance assure gratuitement la maison. Le CIC Ouest a intégré des jeunes avec handicap pour faire des journées d'immersion au sein de ces locaux. Donc ce qui est formidable, c'est à la fois cette partie subvention-financement, mais aussi l'association de toutes les bonnes volontés autour de ce projet. Oui, et puis le maillage territorial, vous l'avez évoqué, c'est une des dimensions de la Fondation. Donc là, quand il y a un projet qui se lance et qui démontre sa pertinence, tous les autres veulent le développer aussi. Enfin, est-ce qu'il y a un peu ça qui est en train de se passer? Il y a un peu ça, et c'est vrai que c'est un des rôles qu'on a avec notre fondation qui fédère effectivement les entités du groupe, c'est que finalement certaines ont commencé à financer, à être mécènes d'un certain nombre d'initiatives locales ou régionales. Oui, parce que c'est ce qu'on disait, il y avait des fondations qui existaient déjà, région par région ou entité par entité. N'importe caisse locale de crédit mutuel ou d'agence CIC a ses propres actions philanthropiques. Et en fait, quand ça marche, quand les porteurs de projets ont fait leurs preuves et veulent essaimer plus largement sur le territoire, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale est là pour leur permettre de le faire. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas. Donc vous avez déjà identifié, parce que vous nous l'avez dit, c'est une jeune fondation, identifié comme ça des bonnes pratiques ou alors des projets un peu avancés qui, on se dit, oui, il faut passer à l'échelle, il faut le dupliquer le plus vite possible. Exactement. Quoi. Par exemple, on soutient une association qui s'appelle De Toi à Moi, qui permet à des gens qui n'ont pas de logement, qui vivent dans la rue, d'accéder au logement. Ça, c'est une initiative qui a été portée par le CIC Ouest, qui a fait ses preuves à Nantes. Et aujourd'hui, cette structure veut essaimer plus largement. Et donc, nous, on prend le relais et on leur permet de le faire plus largement sur le territoire. Ouais. Vous parliez du côté entrepreneurial. Et effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on recherche une forme de pérennité. Mais je reviens au projet, enfin non, c'est plus qu'un projet, à Fratrie, donc cette première maison. Est-ce que ça peut être rentable, enfin je ne sais pas comment je peux dire ça, est-ce que ça peut être un projet qui n'a pas besoin de la philanthropie d'une fondation comme la vôtre? L'objectif c'est celui-là. Oui, l'objectif c'est que la philanthropie arrive au début pour amorcer le projet et le rendre possible. Après, quand il y aura 8, 9 maisons, 10 maisons, les loyers, parce que tous les occupants payent un loyer, les loyers serviront à continuer de faire développer cette association. Ouais, donc c'est vraiment ce principe. Je reviens, vous nous l'avez dit, il y a les 2 grands domaines dans lesquels la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale intervient, l'environnement, les territoires. Il y a un système de financement innovant qui rejoint les objectifs de transformation environnementale qu'on porte ici dans cette émission. Un système de financement qui est basé sur l'empreinte carbone. Ouais, alors comment ça marche ça? Alors on voulait que tout le monde participe, toutes les entités du groupe participent au financement de la Fondation. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est on regarde sur chaque entité, c'est-à-dire n'importe quelle caisse locale de crédit mutuel ou plus grosse filiale, quelles sont ses émissions carbone. Et sur la base de leurs émissions carbone, on leur propose de faire une contribution au financement de la Fondation. Et donc, il y a 1500 entités, 1500 décisions qui sont prises chaque année. Et certaines disent, oui, bien sûr, alors...
toutes disent oui, et certaines disent on veut même donner plus. Donc voilà, c'est notre mode de financement, et ça permet à chacun de prendre sa part à la vie de la Fondation. Et alors, j'aurais pu commencer par là, mais ça vous donne quelle latitude, quel budget d'intervention Ça nous donne un budget, voilà, ces petits ruisseaux font les grandes rivières, ça nous donne un budget de 6,5 millions sur les 2 premières années. Et donc, voilà, l'objectif. Alors, on a un cours de la tonne carbone, cours interne, qui va évoluer, parce que c'est adossé aussi à nos objectifs internes de réduction de notre empreinte. Et donc la courbe va évoluer, et on espère stabiliser ce budget, voire même l'amplifier au cours des prochaines années. Merci beaucoup Christophe Salmon, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat: comment développer l'hydrogène vert. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Pierre Étrier, Étienne Franc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de Hy24, président cofondateur de 5T Hydrogène, et Erwin Pernfornis, bonjour et bienvenue, bonjour. Directeur de l'activité énergie hydrogène chez Air Liquide. Allez, on va rapidement, on passe par les questions de présentation quand même. C'est quoi Hy24 ? Hy24, c'est une JV entre la fameuse plateforme 5T Hydrogène et le groupe Ardian, que nous avons monté pour essayer de mettre en place un fonds qui avait été initié par Air Liquide, Total et Vinci et des acteurs américains, et essayer de faire en sorte de fédérer dans ce fonds des acteurs industriels et des acteurs financiers pour permettre le passage à l'échelle de l'économie hydrogène. Et donc on a levé sur la dernière année, on a levé 2 milliards, et c'est très rare d'avoir un fonds où vous avez autant d'industriels qui ont mis 1 milliard et des financiers ensemble. Alors ensuite, il faut gérer la combinaison des deux, mais ça donne beaucoup de puissance à ce fonds sur le marché. Parce que ça nous permet d'arriver avec une sorte de label de tous ces acteurs qui sont avec nous. Il y a un fonds équivalent aussi non. Dans le monde, c'est le plus puissant, entre guillemets. Il y a d'autres fonds qui développent tout ce lien entre l'énergie renouvelable et l'hydrogène, parce que c'est un peu le sujet de demain, mais des fonds qui prennent toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'aux usages dans les transports notamment. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui soit mondial, et il n'y en a qu'un qui soit de cette taille. D'accord. Et on va évidemment expliquer à quel point le marché est mature, et puis ce que vous allez faire de ces 2 milliards d'euros. Ça représente quoi l'hydrogène pour Air Liquide ? L'hydrogène pour Air Liquide, c'est déjà 60 ans de métier. On a démarré il y a très longtemps le programme Ariane, donc toute l'aventure du spatial. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'activités sur, on va dire, des marchés historiques, notamment dans le domaine de l'ammoniac, du raffinage, mais c'est surtout un potentiel énorme dans le futur. Donc on fait partie de ces acteurs qui ont très tôt identifié le rôle de l'hydrogène pour la transition énergétique et qui ont investi très fortement dessus dans les 2 dernières décennies. Et alors ça veut dire, notamment pour ce qui est de la recherche et développement, c'est une part de plus en plus importante du budget R&D d'Air Liquide ? C'est une part prépondérante. On a la moitié globalement de nos défenses d'innovation qui sont autour de la transition énergétique. D'accord. Et au sein de ce paquet-là, l'hydrogène est le plus gros sujet pour le groupe. Alors, et on parle d'hydrogène vert. Alors, je voudrais qu'on... Alors, les couleurs d'hydrogène. Ouais, alors, on va pas être trop technique. Voilà, en quelques mots. L'hydrogène, aujourd'hui, il y en a partout. Enfin, l'hydrogène, c'est la molécule la plus abondante, mais elle n'est jamais seule. Elle est soit dans les hydrocarbures, soit dans l'eau. Bon. D'accord. Si on veut faire de l'hydrogène sans émettre de CO2, il faut le faire avec une source d'énergie qui soit renouvelable ou qui soit propre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène propre ou l'hydrogène vert quand c'est que du renouvelable. Là, je casse la molécule d'eau par électrolyse et je fais de l'hydrogène. L'autre méthode, qui est aussi une méthode qui est défendue par les industriels, qui consiste à prendre l'hydrogène à base de gaz naturel, c'est plus efficace, mais je garde le carbone, je le séquestre, je le réutilise. Là, il est bleu. Mais il est pas mal quand même, parce qu'il est quand même décarboné. Voilà, donc c'est ça les deux grands piliers de l'hydrogène de demain. Alors ces 2 milliards, ils vont servir à quoi ? Alors déjà, ces 2 milliards, vu la manière dont on va les investir, ils vont permettre de mobiliser 20 milliards d'actifs. D'accord. Et la moitié, en gros, va être investie dans des projets de production d'hydrogène vert pour servir le verdissement des procédés dans le raffinage, dans l'ammoniac, ou pour accompagner la capacité à mobiliser les énergies renouvelables dans des endroits très éloignés qu'on ne sait pas transporter autrement que dans un vecteur hydrogène. Ammoniac, méthanol, hydrogène. Et puis deuxièmement, la deuxième partie, c'est déployer les infrastructures, les flottes de véhicules qui vont devoir utiliser l'hydrogène. Parce qu'il y a un non-dit total aujourd'hui dans le monde de l'électrique, mais qu'officieusement tout le monde le sait,
On ne fera pas la transition énergétique dans les transports sans l'hybridation de la batterie et de l'hydrogène. On a besoin des deux. Pour les camions, pour les taxis, les mobilités intensives, les véhicules utilitaires, c'est-à-dire que le rail. Le 100% batterie électrique, c'est faux. une sorte de leurre. Et tous les constructeurs le savent. Tous les constructeurs ont dans leur panier de technologie la fuel cell. La question, c'est quand est-ce qu'ils démarrent la production de série. Avec le bannissement des moteurs thermiques en 2035, disons que la pression monte. Donc il va falloir qu'on agisse un peu plus vite, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Mais ça, on y reviendra si vous voulez. Ouais. La technologie, vous nous l'avez dit, ça fait 60 ans qu'Air Liquide travaille sur l'hydrogène. Mais est-ce qu'il y a encore des défis, notamment pour la partie, on va dire, hydrogène vert? Est-ce qu'il y a encore des défis à relever, notamment des défis techniques, technologiques? On a toutes les technologies pour déployer l'hydrogène dans les différents marchés visés, donc dans la mobilité, dans l'industrie. Ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la grande différence depuis 5 ans. Jusqu'à il y a 5-10 ans, il manquait encore des technologies de production d'hydrogène décarboné notamment. On les a, on sait liquéfier l'hydrogène, le transporter, le distribuer à des camions. Maintenant, il y a un passage à l'échelle. Mais j'ai envie de dire, c'est le cycle classique de toute industrie. Il faut passer dans cette phase d'industrialisation. Et là, de nouveau, c'est ces investissements qui vont permettre d'y arriver. Ouais, alors mais vous avez été les pionniers sur à la fois le bleu et le vert. On a absolument, on a été en lead dessus. Pour revenir au sujet juste des investissements. Oui, j'allais vous poser la question. Du rôle de catalyseur. Et pourquoi c'est important que finalement toute la chaîne, que ce soit un écosystème, que toute la chaîne soit concernée? Alors, pour une bonne raison, simple et bonne raison, c'est qu'il faut reconnaître que la chaîne de l'hydrogène est une chaîne assez longue, une chaîne complexe, et le moindre maillon qui est défaillant ne permet pas de déployer. D'accord. Il faut vraiment investir à tous ces niveaux-là, mais on y est aujourd'hui. On a annoncé il y a quelques mois l'investissement d'un électrolyseur de taille mondiale en Normandie, soutenu par l'Europe et le gouvernement. Donc 200 mégawatts. Pour donner un peu un ordre de grandeur aux gens, on va produire 80 tonnes d'hydrogène par jour. Ça permet d'alimenter demain 5000 bus. 5000 bus, c'est ce que vous avez à Paris, la flotte de bus. Donc on est capable, avec un investissement comme ça, de décarboner les flottes de bus parisiennes. On est déjà sur plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. C'est que le début, d'où la nécessité aussi d'avoir ces effets de levier avec des fonds tels que I24. Parce que nous, on n'investit pas seul. On va investir parfois avec eux, parfois avec d'autres industriels, parfois avec des partenaires financiers. Et donc, quand c'est ce qui permet de passer de 2 à 20 milliards. C'est ce que vous disiez. Quand on met 10, en fait, on a x2, x3 d'autres acteurs. Ensuite, on a des soutiens publics, souvent parce que ces projets sont difficiles au début. Et après, on refinance si on peut. Donc, on peut faire entre x6 et x10 en termes de levier d'investissement. Ça, c'est très important. Il y a déjà des projets qui sont accompagnés en Allemagne, en Espagne. Tout à fait. Donc, on en a fait 3. On a commencé assez vite. On en a fait un qui est un acteur qui développe des projets de e-fuel. Vous savez, les fuels dont on a besoin pour l'aviation, mais aussi l'ammoniac vert, le méthanol vert. Donc là, je prends de l'électricité renouvelable, je fais de l'hydrogène, ensuite je la recombine avec de l'azote ou du carbone pour faire des produits verts, qui sont des feedstocks clés de la chimie et éventuellement du power demain. Deuxième actif dans lequel on investit, c'est une JV avec l'opérateur du réseau de gaz espagnol pour développer la chaîne de valeur, le renouvelable et l'hydrogène ensemble, off-grid, comme on dit, c'est-à-dire je fais du solaire et j'alimente derrière directement un électrolyseur. Donc on est vraiment sur le même site, c'est ça, d'accord. C'est intégré, l'hydrogène est donc totalement vert, et je vais ensuite essayer de décarboner les industries qui sont l'acier, les fertilisants, le ciment, etc. Et donc ça, c'est une JV pour faire ça ensemble. Et le troisième, c'est effectivement H2 Mobility, qui est un réseau qui a été construit au départ par une JV entre Air Liquide, Total, Linde, Shell, enfin tous les grands acteurs. Et nous, on est rentrés pour donner un coup de pouce supplémentaire et essayer de repositionner le réseau pour qu'il serve mieux la mobilité qui va d'urgence devoir utiliser l'hydrogène, à savoir les bus, les camions, toute la mobilité intensive. Alors justement, sur le marché, on en est où aujourd'hui, Erwin Penn-Fornis? Le premier marché à avoir vraiment décollé, sous l'impulsion des constructeurs automobiles, c'est les marchés des transports routiers. Donc ça a démarré avec les véhicules passagers, puis bus, camions. Il y a 50 000 véhicules dans le monde. Il y a 10 000 camions et bus en Chine. Donc, par exemple, la Chine est vraiment partie très fortement dessus. Il y a une trentaine de milliers de véhicules en Corée, en Californie. Donc ça, c'est la base aujourd'hui. On entrevoit quelques millions de véhicules routiers d'ici la fin de la décennie. Ça implique que les constructeurs automobiles, notamment de camions, comme fait référence Pierre-Etienne, accélèrent. Donc, la nécessité aussi d'un signal politique encore plus clair, plus contraignant quelque part pour mettre sur le marché toutes ces offres de véhicules. Et ensuite, les deux gros marchés qui arrivent derrière, c'est l'aérien et le maritime, où là, on n'est plus finalement dans une
un match entre la batterie et l'hydrogène. Il faut trouver des solutions pour déplacer les carburants pétroliers. Et là, le challenge est encore plus fort. Pourquoi on est quand même plus tôt, ou en tout cas pour démarrer, sur des mobilités, on va dire, de grande capacité? Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que sur la voiture individuelle. Alors, on a commencé par là. Je sais que la voiture individuelle, moi je prends des taxis à hydrogène régulièrement dans Paris. Donc, même de la poule et de l'œuf. Bon, allez, vous allez pouvoir répondre l'un et l'autre. Donc commencez. D'une part, mais en fait tout réside dans les propriétés de l'hydrogène. L'hydrogène a une capacité formidable, c'est sa densité énergétique. Donc on est capable d'embarquer dans un véhicule, un navire, beaucoup d'énergie et de transférer très rapidement. Donc ce que ne sait pas faire la batterie, l'hydrogène va savoir le faire. C'est pour ça que quand on regarde un avion tel que Airbus travaille aujourd'hui, c'est l'avion hydrogène qui est la solution ultime pour décarboner l'aérien. D'accord. Et alors la voiture individuelle, c'est effectivement le meilleur des mondes parce que vous avez une autonomie de 6 à 800 km et vous chargez en 3 minutes. Donc ça ne change rien au comportement de l'automobiliste, c'est ce que vous nous dites. Mais pourquoi ça ne se développe pas plus vite? Parce que c'est beaucoup plus facile au départ de développer une batterie. Parce qu'il y a déjà beaucoup de batteries qui existent, donc la technologie est déjà plus mûre, donc on est vite dans des volumes, et on peut donner l'illusion qu'il n'y a pas d'enjeu de réseau, parce que je peux brancher ma batterie dans mon garage. Bon. Et donc je recharge longtemps, mais c'est la nuit, etc. Donc on peut vite faire des volumes, sans être dépendant d'un écosystème d'infrastructures. Mais à long terme, on aura de fait des véhicules commerciaux, utilitaires et les grosses berlines qui seront probablement des hybridations de batterie et d'hydrogène. Parce qu'en fait, vous allez avoir un peu de batterie, pour gérer les courtes distances. Et puis, dès que vous commencez à avoir besoin de plus grande autonomie, vous rajoutez une pile à combustible et de l'hydrogène. Et c'est ce qui se développe de plus en plus. Les taxis hydrogène que vous avez, il y a une petite batterie dedans. Il y a essentiellement une fourniture d'énergie par l'hydrogène, mais il y a une petite batterie. Donc, ce qui va se passer, c'est une hybridation de plus ou moins forte selon le type d'usage. Mais il faut savoir que la voiture électrique, voiture hydrogène a été développée d'abord par Toyota et Hyundai. Il y a des vrais réseaux de stations en Corée, en Californie et au Japon. Mais simplement, ils ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut que les autres constructeurs avancent. Et alors, je reviens à ce fond et au fait qu'on est sur toute la chaîne de valeur. Le maillage ou le développement justement de ces infrastructures, ça fait partie des projets que vous allez financer, oui. Totalement. Forcément. Parce que c'est bien là l'origine du fonds. C'était effectivement d'essayer de trouver un moyen de dérisquer ce sujet des infras dans les transports, parce que il y a je ne mets pas d'infrastructure parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'infrastructure. Donc les pétroliers ne bougent pas, parce qu'ils disent je ne peux pas. Les retailers classiques, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le cash flow. Donc il faut quelqu'un pour prendre ce risque. Alors on ne va pas prendre n'importe quel risque, parce que le fonds a l'objectif d'être extrêmement performant financièrement. On va essayer d'accompagner des mesures réglementaires fortes. Il y a une mesure en cours de discussion en Europe qui va imposer de distribuer 1000 à 2000 stations hydrogène en Europe. Il va falloir financer ça, on va se positionner là-dessus. Et il faut impérativement qu'on le fasse, parce que comme l'Europe est en train de se fragiliser avec la Chine qui a pris la main sur les batteries et les US qui disent je ne vais plus vous financer avec des batteries américaines, il faut bien trouver quelque chose sur lequel on soit en avance. Donc là, il y a un enjeu fantastique sur lequel l'Europe peut se positionner intelligemment. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas en partenariat avec l'association HUP qui accompagne, qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. On vous présente chaque jour un lauréat ou une lauréate. Avec nous en visioconférence, Irène Nevado. Bonjour, vous êtes la fondatrice de la Vida Espera et vous avez reçu un double prix entrepreneur à l'international et vote du public. Donc d'abord, bravo, félicitations. Mais je voudrais que vous, pour commencer, vous nous présentiez la Vida Espera. Quand et pourquoi vous l'avez créée? Alors moi j'ai la mucoviscidose, j'ai été greffée 2 fois des 2 poumons, la dernière en 2019. Et pendant que j'attendais la deuxième greffe, pendant 2 ans et demi, je me suis préparée plus à fond qu'à la première. Donc j'ai fait du sport avec un coach, de la kiné. Et là je pensais déjà à faire quelque chose pour les gens qui sont en attente de greffe. Parce que quand on attend, on est vraiment très seul. Et je suis infirmière, je suis devenue coach maintenant. Et donc j'ai créé ça en 2020. Et en 2022, cette année, je me suis représentée à la nomination de HUP et j'ai eu les 2 lauréats. Donc, enchantée. Oui, j'imagine. C'est une belle reconnaissance. Donc, c'est votre expérience qui a nourri ce projet. Alors, quel service vous proposez en fait avec la Vida Espera? Alors, ce que je propose, je suis infirmière. Et infirmière et patiente experte, comme on dit souvent en France, parce que ce que je fais, c'est accompagner les gens qui sont en attente de greffe
pendant tout le parcours en entente de greffe pulmonaire pour l'instant. Ouais. Et pendant tout le parcours qui leur fait attendre. Donc je leur fais du coaching, et je suis avec eux pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Ce qu'il y a mieux pour faire, c'est en leur faisant faire du sport, en faisant qu'ils fassent même des petites randonnées, même s'ils ne peuvent pas marcher, parce que quand on est en attente de greffe, on est sous oxygène, généralement, et on n'a pas la poussée d'aller faire des choses. Donc je suis là à leur dire, environ chaque 2 semaines, à leur faire un point et dire, allez, il faut sortir, il faut faire des choses, leur raconter comment va être l'expérience de la chirurgie, qui est quand même très, très impressionnante. Donc, et à leur enlever un peu la peur à la chirurgie. C'est ça qui leur fait vraiment très, très peur. De quoi ils ont... Alors, il y a ce que vous avez ressenti, expérimenté, et puis il y a le retour d'expérience des patients, des premiers patients que vous coachez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi ils ont besoin? On a identifié, là, vous-même l'aviez identifié, le fait de bouger, de faire du sport, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de l'accompagnement. C'est simplement parce que quand tu es en attente de greffe, tu travailles plus. Tu es à la maison, t'as pas... les gens ils continuent sa vie. Donc toi, tu es tout seul chez toi. Et ils ont besoin surtout que les hôpitaux mettent en marche quelque chose comme ce que je fais pour qu'il y ait du coaching pour tout le monde, parce qu'ils ont besoin de... C'est surtout de la santé mentale et la santé physique. Et on arrive bien à la greffe. La greffe en Espagne et en France, elle marche très bien. La chirurgie est fantastique. Mais le temps d'attente est très très long et on est tout seul. Donc c'est un peu l'accompagnement, ce qui est le plus important. Vous êtes seul ou alors vous avez d'autres soignants, des spécialistes qui vous accompagnent dans ce coaching? J'ai ma collègue qui m'a accompagnée, c'est ma kiné, et elle est coach de sport aussi. Et j'ai un psychologue qui commence aussi avec moi. Donc je commence à avoir encore des gens. Parce que la grande idée, c'est de faire une fondation où tout le monde pourra y aller et être aussi entre eux. Parce que les patients soient ensemble, c'est assez... Ça leur fait plus de force, quoi. Ça leur fait du bien. Mais alors, pardon, je vais poser des questions un peu triviales, quoi, des questions d'argent. Combien ça coûte? Qui finance? Comment ça marche, en fait? Pour l'instant, je fais one-to-one, donc c'est moi qui est payé par ça. Ouais. Et l'idée que j'ai, en grande idée, c'est qu'il y ait des partenariats, les grandes entreprises, je vous entendais maintenant avec Air Liquide, les grandes entreprises d'oxygène et qui pourraient faire un partenariat avec la Village Pella, ça serait fantastique. Parce que vraiment, eux, c'est ceux qui fournissent l'oxygène aux patients et c'est améliorer la qualité de vie des patients. Donc ça serait la grande idée. Ce coaching, donc on a bien compris, il dure dans l'attente de la greffe. Est-ce que ça continue après? Vous voyez ce que je veux dire? L'opération, elle est lourde. Est-ce que vous êtes là encore après? Oui, je ne vous avais pas raconté, pardon. Oui, parce que quand on finit la greffe... là, j'ai eu juste un patient qui s'est fait juste greffer la semaine dernière à Barcelone. Et une semaine après, il était à la maison. Donc, tu dis quand même. Mais il était à la maison, il m'a appelé 3-4 fois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avec la diabète? Oui, ça continue environ 6 mois. Parce qu'après la greffe, c'est ce que je dis tout le temps, on est aussi comme si on était enceinte. Donc, les soins, c'est comme une femme enceinte qui ne peut pas manger tout ce qu'il veut. Et il faut aussi reprendre un peu la force de sortir tout seul. Il y a des gens qui ont peur de sortir, même dans la rue. Donc, c'est continuer à les faire avancer, oui. Merci beaucoup Irène Nevado, encore bravo donc pour ces 2 trophées entrepreneurs à l'international et vote du public, ça c'est vraiment une belle reconnaissance, les trophées H-Up, à bientôt évidemment sur Bismart et on vous souhaite bon vent. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.